Bonjour. Bonjour. Alors c'est parti, là on va relancer en fait la 4e édition du sommet de l'inclusion économique. Cette fois-ci en fait c'est une édition qui pourra être animée sur 2 jours. Le ministère de l'économie sur le 25 novembre et le 26 novembre au musée de la Porte Dorée, au palais de la Porte Dorée avec une orientation qui est un peu plus candidat. On a choisi comme thème cette année en fait de s'intéresser aux questions de transition. On parle beaucoup de transition écologique, de transition énergétique, de transition démographique, de transition sur l'IA. Donc pour nous, c'est des sujets qui sont aussi des sujets où il va y avoir des opportunités, des investissements, des axes stratégiques qui vont être portés par des entreprises et donc probablement des aubaines pour permettre à cette jeunesse qui habite les quartiers populaires, mais aussi les zones rurales, parce que c'est finalement le même sujet. Hein, on parle bien d'un sujet de lutte contre la pauvreté par l'accès à l'emploi, l'intégration économique, l'inclusion sur le monde économique. Et ces éléments-là, en fait, on veut les partager avec un maximum d'entreprises qui se sentent concernées pour pouvoir, au final, échanger les bonnes pratiques, se mettre d'accord sur un certain nombre de grands principes d'action et collecter 100 000 offres d'emploi, 100 000 offres d'emploi qui doivent être inclusives. Ça, c'est la finalité, on veut atterrir là-dessus et permettre ensuite la mise en place d'une grande campagne de communication pour pouvoir stimuler ces jeunes qui pensent que c'est mort ou qui pensent que c'est pas possible ou qui sont dans l'autocensure ou qui se situent dans une situation en fait de discrimination subie, de se rendre compte que la plateforme qu'on va mettre en place avec les entreprises, des institutionnels comme vous, les ministres, les décideurs politiques et économiques, eh bien, c'est une vraie réponse opérationnelle. Voilà. Donc c'est ça qu'on cherche à faire, et c'est la raison aussi pour laquelle on voulait prendre quelques minutes avec toi pour avoir cet échange. Donc merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Ben, merci de cette invitation et de cette opportunité. Puis surtout, bravo pour cette initiative. Elle va absolument dans le bon sens. Nous, on sera très fiers d'être partenaires de cette initiative vraiment et de soutenir à fond autant qu'on le peut ce que vous faites. Merci, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous expliquer, développer un petit peu qu'est-ce que l'APEC? Alors, l'APEC, on est une association paritaire, c'est-à-dire créée et gouvernée par les partenaires sociaux, patronat et syndicats. Et notre terrain de jeu, c'est les cadres et les jeunes diplômés, et puis les entreprises qui recrutent des cadres et des jeunes diplômés. C'est à peu près 1/5 aujourd'hui de la population active en France. C'est tous les ans plus de 200 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail avec un diplôme. Chez nous, un jeune diplômé, c'est à partir de Bac+3. Donc, c'est licence, master, doctorat. Et on les accompagne dans leur projet professionnel. Typiquement, pour un jeune diplômé qui sort avec son diplôme, c'est parfois pas si simple de se lancer dans sa recherche d'emploi. Parfois un peu seul. Donc, on est là pour les accompagner, pour les aider. Parfois, ça commence même pendant qu'ils sont encore en études, quand on cherche un stage long de master, quand on cherche un contrat en alternance. Voilà, donc l'APEC est là, c'est gratuit. On est dans une logique d'intérêt général et de service public pour ces jeunes. Et puis après, les cas tout au long de la vie, jusqu'à des périodes aussi où on parle d'inclusion. On a des sujets au début de la vie active, on a aussi des sujets à la fin. Il y a une forte discrimination dans notre pays envers les seniors et c'est un gros sujet aussi dont on s'occupe à l'APEC. Et puis on est là pour les entreprises qui recrutent des cadres, qui cherchent des compétences, pour les accompagner, leur proposer des candidats, les aider aussi à organiser au mieux leur process de recrutement. Ça aussi, c'est un service gratuit que propose l'APEC. Et là aussi, on est bien placé pour finalement pousser vers les entreprises des profils de candidats auxquels elles n'ont pas forcément songé d'emblée ou qui parfois passent pas la barrière de la sélection sur les CV. Et par rapport au sujet que tu évoquais, Saïd, à l'instant, et qui est votre raison d'être et d'action depuis des années, on est très bien placé à l'APEC compte tenu de ces missions que je viens de vous décrire et des études qu'on fait par ailleurs sur ces sujets pour constater que
nous avons une difficulté à surmonter, un problème à affronter dans notre pays qui pénalise finalement des talents, des jeunes en particulier, qui ont fait l'effort de faire des études, dont les familles souvent modestes ont fait des sacrifices pour leur permettre de faire des études. Et qu'est-ce qu'on constate, nous, à l'APEC? Que ces jeunes, même avec des très beaux et bons diplômes, et qui correspondent à ce que les entreprises recherchent sur le marché du travail, pour eux, c'est plus dur. Pour eux, c'est plus dur, pour tout un tas de raisons. Ouais. Ils n'ont pas les réseaux, ils n'ont pas la couleur de peau qui parfois va bien à certains employeurs. Donc, on se confronte à cette réalité. Donc, on a accumulé aussi une certaine expérience. On travaille en partenariat avec, voilà, typiquement des organisations comme Mosaïque, comme d'autres dans les quartiers pour à la fois donner confiance à ces jeunes, leur donner aussi quelques outils d'un côté pour voilà, savoir entrer dans ce marché du travail et prendre la place qu'est la leur. C'est une question de justice, mais c'est aussi une question d'efficacité économique, ce qu'on explique aussi aux entreprises. Vous cherchez des talents, mais il y en a plein. Il y en a plein et vous les voyez pas ou vous les accueillez pas autant qu'il faudrait. Donc, on est là pour à la fois bouger des lignes vers les employeurs, les recruteurs, hein, et on agit avec notre savoir-faire APEC, on va dire, au cas par cas, avec telle TPE, telle PME, telle entreprise qui recrute, et puis auprès de ces jeunes, vers qui on développe des actions pour pas qu'ils restent seuls face à ce qui est quand même une épreuve compliquée dans la vie, hein, le moment où on entre dans la vie active, comme on dit. Et ce que je trouve, moi, hyper intéressant, c'est que on le sait pas beaucoup, ça, qu'il y a des consultants de très bonne qualité qui sont vraiment dans une logique de service public, donc qui sont là pour aider, très professionnels et qui sont accessibles gratuitement par ces jeunes. Et donc, quand on est issu de milieux social défavorisés, on n'a pas forcément le réseau. C'est une manière d'avoir des réseaux, du conseil, des offres d'emploi, des recommandations, et on ne le sait pas suffisamment. Donc, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont aussi beaucoup d'influence sur la capacité à recommander aux entreprises de s'ouvrir sur d'autres types de profils, pas forcément que les grandes écoles, pas forcément que des clones, mais aussi en fait des talents issus de la diversité territoriale, sociale, culturelle. Et ça, c'est fantastique. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à tirer ensemble. On peut aller très loin dans ce partenariat. Vous êtes vraiment, moi, comment je le traduis, un lien pour les jeunes qui viennent d'être diplômés, qui n'ont aucun réseau, qui n'ont pas les contacts malheureusement parce qu'aujourd'hui, beaucoup de postes se font grâce soit au piston, soit au réseau. Donc, vous êtes un véritable allié pour les jeunes. Tout à l'heure, vous parliez d'outils. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les outils que vous mettez en place pour les accompagner justement? Ouais, en tout cas, des alliés pour les jeunes, ça me plaît bien, ça me va bien comme description, parce qu'évidemment, on ne fait pas à la place, hein, mais on aide à faire, on est là pour vraiment accompagner ça avec des méthodes, avec des outils, on a un savoir-faire, on a des consultants qui sont là. Alors, les outils sont nombreux, ça peut être des outils digitaux d'abord, hein, on a une plateforme, un job board, APEC.fr, où on peut créer son profil qui est très consulté par des recruteurs. Donc déjà, ça, c'est une bonne façon de chercher. Évidemment, la partie job board sur les offres, des outils. Par exemple, on a un simulateur de salaire qui permet de savoir quand je suis un jeune débutant et qu'on va me poser la question quelles sont vos prétentions salariales, comment je vais répondre quelque chose qui n'est pas complètement à côté de la plaque en demandant des choses très au-dessus des pratiques du marché dans mon territoire, dans ma région, mais comment je ne vais pas non plus voilà, me dévaloriser en donnant un chiffre trop bas. Enfin voilà, les jeunes, ils se posent des tas de questions très concrètes comme celle-là, et on a développé des outils pour répondre. Il n'y a pas que les jeunes d'ailleurs hein, qui se posent ces questions-là, c'est valable pour tout le monde. Mais donc il y a des outils digitaux. Il y a des événements qu'on organise, ce sont des événements de rencontres, ce qu'on appelle des APEC Connect, pour faire se rencontrer des
des candidats et des recruteurs, finalement, des entreprises, des genres de salons ou des rencontres en plus petit cercle dans nos centres APEC. Et puis, il y a une partie d'accompagnement individualisé, de conseil. Ça peut être, voilà, 1 heure et demie de rendez-vous avec un consultant, peut-être des fois ça peut suffire, hein, pour créer le déclic. Voilà, bien s'assurer que le projet il est clair, les outils qu'on a fabriqués pour sa recherche, son CV, ses lettres de motivation, si on les utilise encore, c'est clair. Et parfois, si ça ne l'est pas complètement, et souvent ça ne l'est pas complètement, donc ces ateliers qu'on appelle Objectif Premier Emploi, qui sont, voilà, dont on organise beaucoup, et on a accompagné l'an dernier 44 000 jeunes diplômés hein, dans leur insertion. Donc on a vraiment ce savoir-faire. Et derrière, on va entrer dans un parcours un peu plus individualisé. Ben là, non, le CV, ça va pas du tout. On va reprendre ça. On a un atelier pour ça. Tu te poses des questions sur comment utiliser LinkedIn. Il faut que je crée un profil. Je fais comment pour qui je contacte. Voilà, donc c'est comment j'utilise les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est comment j'utilise les outils d'intelligence artificielle. Est-ce que je fais mes lettres de motivation avec ChatGPT? Est-ce que je fais comment je... Voilà, des questions très pratico-pratiques sur lesquelles on a des ateliers. On a un atelier comment bien utiliser les IA dans sa recherche d'emploi. Les choses à faire, les choses à pas faire. Voilà, on a des choses assez pratiques qui permettent d'être les alliés des jeunes. Ça me plaît bien dans leur recherche. Oui, on parlait d'IA tout à l'heure, donc on voit que ça évolue hein, avec l'intelligence artificielle qui vient renforcer les stratégies de candidature. Tu commences à percevoir des choses, toi? On commence à te faire remonter des idées, des bonnes pratiques, ou est-ce qu'il y a des alertes qui sont aujourd'hui sur ces sujets-là? Alors, ça va super vite. Ouais, c'est ça. Hein. Et ce qui est frappant, nous on fait des études maintenant depuis 2 ans sur le sujet. Hein, depuis que ChatGPT a mis son accès libre, ça a quand même considérablement accéléré les usages. Ce que montrent nos études, c'est que les entreprises sous-estiment la façon dont leurs propres salariés utilisent déjà ces outils. Quand on demande à des cadres, est-ce que vous utilisez aujourd'hui des outils d'intelligence artificielle au quotidien dans votre travail? Ils sont beaucoup plus nombreux à répondre oui que quand on interroge les employeurs en leur demandant quelle est la proportion de vos collaborateurs qui utilisent des outils d'IA au quotidien dans leur travail. Donc, parce qu'une partie se fait dans un cadre organisé, il y a des entreprises qui ont organisé l'accès et l'usage de ces outils d'intelligence artificielle, qui l'ont régulé, qui l'ont quelque part encadré aussi avec des règles sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Nous, par rapport, par exemple, à l'APEC, on est aussi un employeur voilà, on a aussi des collaborateurs qui utilisent des outils d'intelligence artificielle dans leur métier, qui commencent en tout cas, et on a très vite éprouvé le besoin de fixer des règles. On s'est doté d'une charte en disant, bah oui, ça, c'est très possible de faire. On a étudié une dizaine de cas d'usage pour voilà, nous-mêmes nous faire une idée un peu à la fois de la puissance, mais aussi des limites ou des risques qui peuvent être associés à ces outils. Donc il y a des choses voilà, qui sont plutôt encouragées comme utilisation. Il y a des choses on peut, mais attention, faut être prudent, faut toujours bien relire, on interdit les copier-coller, des choses comme ça. Et puis il y a des choses, usage prohibé. Par exemple, on ne fait pas une recherche nominative sur un candidat sur ChatGPT. C'est-à-dire? Ça, à l'APEC, interdit. Ben, je tape votre nom et votre prénom pour savoir ce que ChatGPT dit de vous. Et si je crois ce que ça va me dire, je commets une grave erreur. Hein, je ne sais pas si tu as essayé, Saïd, éthique, pour toi-même. Voilà, moi j'ai essayé. Hein, je tape qui est Gilles Gâteau sur ChatGPT et ça me sort un tissu d'indri. Donc, attention aux hallucinations, attention aux approximations. N'utilisons pas. Et ça, voilà. Et puis, ou mettre des données confidentielles de l'entreprise
sur ChatGPT pour lui demander de bien vouloir nous faire une synthèse d'un rapport comme ci ou comme ça qu'on n'a pas encore publié, ben ça non, parce que la donnée, quand vous l'avez mis dans un outil d'IA, elle vous échappe, elle n'existe plus, elle est mise en libre accès avec le monde entier. Donc ça, voilà, on a besoin de ce type de règles. Et le constat qu'on fait, nous, aujourd'hui, à l'APEC, c'est que, dans le fond, on a toujours un peu un train de retard sur les usages, je dirais, un peu sauvages, d'une certaine façon, qui commencent à se multiplier à partir de ces outils en libre accès. Et donc, on a absolument besoin de les réfléchir, de les évaluer du point de vue de leur cas d'usage, de bien en mesurer les limites, les intérêts et les risques, de le faire régulièrement. Et la charte qu'on a adoptée, nous, à l'APEC, parce que les métiers de recrutement sont très concernés. Hein. Ouais. Aujourd'hui, voilà, le marché du travail de demain, c'est des lettres de motivation faites par ChatGPT qui reçoivent une réponse faite par ChatGPT, par le recruteur qui vous fait une réponse soi-disant personnalisée. En fait, il n'a même jamais lu votre lettre. C'est juste ChatGPT qui l'a lu pour lui. Donc, ça, c'est un monde qui nous éloigne de l'authenticité de la rencontre. Nous, à l'APEC, on croit à l'authenticité de la rencontre, on croit au côté irremplaçable de cette dimension humaine. Donc, on n'est pas contre l'intelligence artificielle. De toute façon, ça ne servira à rien d'être contre. C'est un outil qui est là et qui existe, qui est très puissant, qu'on veut pouvoir utiliser pour un certain nombre de choses qui vont libérer finalement du temps pour beaucoup de choses. Mais attention, par exemple, dans les métiers du recrutement, nous, on est très prudents là-dessus. D'ailleurs, ma conviction personnelle, c'est que ces outils d'IAG vont tuer la lettre de motivation. Je pense aussi. Quand elle ne sera plus rédigée que par des machines, elle n'aura plus aucun intérêt. Plus d'intérêt, oui, bien sûr. Comment tu vois, toi, est-ce que selon toi, cette question des transitions écologiques, numériques, transition vers l'IA, c'est des leviers pour l'inclusion? Est-ce que pour toi, tu penses qu'il y a des choses qui peuvent se jouer positivement? Alors, ma réponse est oui. Et ce qui rend les choses particulièrement, comment dire, à la fois complexes et en même temps très excitantes finalement, hein, dans les défis qu'on a devant nous, c'est qu'en réalité, tout le monde, les entreprises, les candidats, les cadres, les jeunes, les organisations, les pouvoirs publics, les opérateurs comme nous, les associations comme vous, tout le monde va devoir affronter en même temps tout un tas de transitions. Pas une après l'autre. Pas j'en choisis une et j'en mets une de côté. Tout à la fois. La transition écologique, tu en as parlé, fondamentale, même si on voit bien, y compris dans notre actualité de cette semaine, que voilà, il peut y avoir aussi des formes de déni ou de retardement dans la nécessité de prendre à bras-le-corps cette transition qui s'impose. La transition numérique avec cette irruption des intelligences artificielles génératives qui va bouleverser énormément de métiers. Mais on peut parler aussi de la transition démographique, le vieillissement de la population. Et là, si on parle d'opportunités pour recruter des jeunes, avec le nombre de départs en retraite et le vieillissement de la population, même en travaillant un peu plus longtemps, on a de toute façon aujourd'hui un énorme défi devant nous sur la population active. Donc on va avoir besoin de mobiliser tous les talents, tous ceux qui sont déjà sur notre territoire, sans doute aussi d'accueillir, même si en France c'est très difficile de poser ce type de débat, mais la réalité du marché du travail, c'est celle-là. On est condamné à une décroissance de la population active pour des raisons démographiques dans les prochaines années. Donc ça aussi, c'est une opportunité. Il y a une autre transition ou un autre défi, finalement, dans lequel on est aussi, c'est celui que notre rapport au travail, il change. Et il change pour les jeunes générations, mais pas que.
Et donc, quelque part, du point de vue des entreprises, des employeurs, des recruteurs, on voit bien que le rapport de force n'est plus tout à fait ce qu'il était il y a une dizaine d'années. Et qu'aujourd'hui, on a besoin d'attirer ces talents. On a besoin de prendre en compte ce que sont aussi leurs aspirations, à un meilleur équilibre de vie pro-vie perso, de l'égalité professionnelle quand on est une femme. Donc, quelque part, les entreprises qui chercheront à ignorer ces éléments-là, elles sont très vite condamnées à perdre en attractivité. Et dans un marché qui devient de plus en plus tendu, l'attractivité pour une entreprise, attirer des talents, des compétences, c'est vital. C'est ça. Donc il faudra être inclusif pour être attractif. Sinon, je pense que ce sera beaucoup plus difficile pour les entreprises qui n'auront pas compris cela. C'est ça, je vous rejoins sur ce que vous avez dit concernant le vieillissement de la population. J'ai lu quelque part que d'ici 2050, la tranche d'âge de 20 à 64 ans allait baisser de 49 millions en Europe. Et justement, vous y avez répondu un petit peu, mais quel rôle peuvent avoir les entreprises pour recruter et former les leaders de demain, justement? Alors, tout le monde a un rôle. Bien sûr, les entreprises, mais pas seulement. On a le système éducatif. Lui aussi, il a à être inclusif en termes d'égalité des chances. On a le monde de la formation professionnelle qui, dans l'actualisation des compétences, a aussi des réponses. Parce que, là je parle pour les cadres, hein, et c'est un peu notre terrain de jeu à nous, mais dans les besoins de compétences que nous avons devant nous, pour décarboner l'industrie, pour être innovant comme le sont d'autres économies dans le monde. Et on voit bien que l'Europe a décroché finalement ces dernières décennies par rapport aux États-Unis par exemple. Donc on a des défis énormes pour accompagner les transitions. On a besoin de compétences. Il y a celles qu'on va trouver à la sortie du système éducatif. Il y a celles qu'on va aussi fabriquer dans les entreprises et avec le système de formation, hein, dans une logique de progrès professionnel, dans des logiques de reconversion, parce que on gardera pas le même métier toute sa vie, donc on aura à se reconvertir. Nous, l'APEC, on est là aussi pour accompagner beaucoup ces reconversions. Et le constat qu'on fait, nous, c'est que ces envies de reconversion, ou ses besoins, parce que tout simplement son métier va être appelé à disparaître, ils se manifestent de plus en plus jeunes. Autrefois, c'était des questions qu'on se posait à mi-carrière, hein, la crise de la quarantaine, ou l'approche de la cinquantaine, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça toute ma vie, il faudrait que je fasse autre chose. Aujourd'hui, nous, dans nos centres, on voit des jeunes qui viennent à 30 ans, 35 ans, avec ces mêmes envies de reconversion. Ils n'attendent plus aussi longtemps pour se dire « non, il faut que je change ». Donc, tout ce mouvement-là, encore une fois, bien sûr, les entreprises y sont confrontées, mais ça mobilise finalement un peu tout le système autour de reconversion, de formation, de développement de nos compétences. Très bien. C'est vrai que je sais que moi, je fais partie d'une génération où on entre dans le milieu du travail, mais on aime rester 2-3 ans sur le même type de poste et ensuite changer. On a justement un peu la bougeotte de découvrir des nouveaux métiers. Donc c'est pour ça que je comprends ce que vous êtes en train de dire. Et si je me place comme un candidat qui veut rentrer à l'APEC, en tout cas être sur votre base. Donc je suis Justine, je suis candidat. Quel conseil me donneriez-vous pour intégrer l'APEC, quoi? Ah ben, pour bénéficier des services de l'APEC, le conseil il est tout simple. Vous allez sur apec.fr. Et je m'inscris. Voilà. Après, c'est gratuit, c'est assez simple. Vous voulez rencontrer un consultant parce que vous avez besoin de clarifier votre projet, vous vous posez des questions, vous n'êtes pas sûr. Ben voilà, il y a des ateliers collectifs où il y a des rendez-vous avec un consultant. Donc voilà, on essaye d'avoir simplifié le parcours client, si je puis dire, au maximum. Après, on est présent dans les grandes métropoles du territoire. Il y a 70 implantations APEC en France. Mais voilà, on n'a pas le réseau d'un France Travail. Donc, il n'y en a pas
partout dans toutes les villes. Donc parfois, ça pourra se faire, il faudra soit se déplacer pour rencontrer physiquement un consultant, soit ça pourra se faire par Teams à distance dans un téléentretien si c'est compliqué de se déplacer. Voilà. Mais vous avez des postes ouverts en ce moment à l'APEC ou sur 2025-2026? Alors, les projets? Par ailleurs, nous, APEC, en tant qu'employeur, si je puis dire, en tant qu'organisation, oui, on se développe, on ouvre des nouveaux centres, on recrute. L'an dernier, on a créé 120 postes supplémentaires à l'APEC, parce que la demande, elle est là, elle est très forte, elle est de plus en plus forte. Hein. Nos services sont de mieux en mieux connus et appréciés, je pense. Donc, oui, cette année, on aura recruté pratiquement 200 personnes dans l'année. Ouais. Donc, ça n'est pas rien. Et là aussi, le bon point d'entrée, c'est apec.fr. On a une rubrique sur nos recrutements. Vous pouvez postuler en ligne sur nos propres offres. Et par ailleurs, on recrute aussi beaucoup d'alternants. D'accord. On a 6% de l'effectif de l'APEC en alternance aujourd'hui. On est aussi au-delà des 6% dans notre part de salariés avec un handicap reconnu. Donc on est aux objectifs de la loi et même un peu au-delà. Donc on est attentif évidemment à être exemplaire aussi, puis à mettre en pratique ce dont on fait la promotion auprès des employeurs. Donc on accueille et on forme des alternants. On a aussi une politique inclusive sur le handicap. On a aussi une politique inclusive sur l'égalité professionnelle homme-femme avec un index à 97. Bon, on n'est pas encore tout à fait à 100, mais j'espère qu'on y sera très bientôt. Et puis sur l'âge aussi, parce qu'on recrute des jeunes, on recrute aussi des seniors, on recrute à tous les âges. Donc vous êtes dans une démarche inclusive et j'ai vu aussi que vous étiez implanté, j'ai vu la Guadeloupe, j'ai vu la Martinique. Oui, en Outre-mer, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, en Guyane. Très bien, une belle diversité. Et oui, bel engagement, un beau service public qu'il faut pas hésiter à activer. Ouais. Exactement. Donc, comme vous le savez, à la fin du mois se déroulera l'événement sommet de l'inclusion économique, donc le 25 et le 26 novembre. Vous avez un petit message à faire passer aux participants? Eh ben, d'abord, il faut venir. Alors, j'ai compris qu'il y avait 2 sites et 2 moments différents, donc choisissez le bon moment qui vous convient et qui vous est destiné pour venir. Ça, c'est vraiment important. Et ensuite, je pense que d'une manière générale, il faut, du côté des recruteurs, voilà, faire ce changement de regard qu'on attend tous et dont on a tous besoin. Finalement, il est conscient ou inconscient, mais il y a des biais qui continuent aujourd'hui d'exister, sinon on serait pas là, sinon il n'y aurait pas le sommet de l'inclusion. C'est bien parce que on a cette difficulté, et nous on l'observe à l'APEC, c'est sur l'âge, c'est sur le sexe par rapport à certains métiers ou certaines fonctions, c'est sur, pour les jeunes, effectivement, d'où ils viennent. Bref, tout ça et ces regards à changer, à transformer pour une société réellement inclusive. Et puis du côté des jeunes, eh ben, pas rester seul, pas hésiter à aller chercher des appuis là où il en existe, et là où il y en a. Il y a l'APEC, mais il n'y a pas que l'APEC, hein. Vous savez qui est là, d'autres acteurs sont là. Mais voilà, restez pas seul et surtout ne pas s'isoler. Et c'est un beau message en vue de l'événement à venir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Gilles. Merci Saïd. Rendez-vous le 25 novembre prochain au ministère de l'Économie. Et le 26. Pour en savoir plus.